Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du mardi 8 mars 2022. Comme d'habitude, on va faire un point sur le contexte de marché, mais on va détailler une matière première que l'on n'a pas abordée en Good Morning Market, qu'on a très peu abordé en tout cas. Il s'agit du nickel, hein, le nickel qui pourrait aller chercher les 100 000 dollars la tonne à la bourse de Singapour, hein. Je vous rappelle que le nickel s'est changé à 20 000 dollars la tonne en janvier, hein. Et on parle déjà de 100 000 dollars la tonne très prochainement. On va parler de cette hausse du nickel. On va essayer de voir pourquoi le nickel progresse autant. Mais avant, on va faire un point sur la séance d'hier, la séance de lundi 7 mars, avec des indices européens qui ont terminé en forte baisse. Le DAX qui a chuté de 2% pour atteindre son plus bas niveau en 16 mois à 12 850 points, comme d'habitude à cause des craintes persistantes concernant la hausse des prix de l'énergie qui est due donc à ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, et cela devrait stimuler l'inflation et donc affecter la croissance économique. On notera que les dirigeants de l'Union européenne ont décidé de réduire progressivement leur dépendance à l'égard du gaz naturel, du pétrole et du charbon russe, mais aucune interdiction ne vise les importations de produits énergétiques en provenance de Russie pour le moment, tout simplement à cause des objections de l'Allemagne. Concrètement, en 2022, l'Union européenne compte réduire sa dépendance au gaz russe d'environ 80%. Ce qu'il est important de garder en tête, hein, c'est que les recettes des secteurs pétroliers et gaziers représentaient 45% du budget fédéral russe en janvier. Hein, cela permettrait éventuellement de couper, de retirer à Poutine sa principale source de financement, et c'est peut-être le moyen le plus rapide, hein, de mettre fin à la guerre, étant donné que les solutions diplomatiques n'ont pas d'impact sur le Kremlin, n'ont pas d'impact sur Vladimir Poutine. On en a beaucoup parlé, il faut taper là où ça fait mal, et effectivement, ce qui ferait mal à Vladimir Poutine, ce serait d'interdire les matières premières russes, matières premières énergétiques comprises. On notera que le troisième cycle de négociation entre les responsables ukrainiens et russes n'a pas permis de percées majeures, hein, mais les deux parties sont disposées à poursuivre les discussions. Le négociateur russe Slutsky a affirmé ne pas se faire d'illusions sur le fait que la prochaine étape des négociations aboutirait à un résultat définitif. Aux États-Unis, la Chambre des représentants devrait voter dès aujourd'hui la fin des relations commerciales avec la Russie et la Biélorussie, ainsi que l'interdiction des importations de pétrole russe. Concrètement, à Wall Street, l'humeur était à la baisse, hein. Le Nasdaq a cédé près de 2,4%. On continue d'évaluer les risques de stagflation pour l'économie mondiale. On a eu cette annonce, hein, de la Chambre et du Sénat américain d'un accord sur la législation visant à suspendre les relations commerciales courantes avec la Russie et la Biélorussie. Cela inclut, on l'a bien compris, l'interdiction des importations d'énergie russe, étant donné que les États-Unis sont pas dépendant du tout, hein, du pétrole russe. Je vous rappelle que les États-Unis est un pays producteur de pétrole. À l'heure actuelle, on essaie d'évaluer comment les tensions actuelles vont affecter la prochaine décision sur les taux de la Réserve fédérale américaine. C'est prévu, je vous le rappelle, le 16 mars. Jérôme Powell a indiqué qu'il envisageait une hausse de 25 points de base lors de la réunion de mars, mais que la Fed était prête à agir de manière plus hawkish, plus agressive ultérieurement si l'inflation ne diminuait pas comme prévu. Et autant vous dire que l'inflation ne diminuera pas comme prévu. Les prix du pétrole ont entamé la semaine en forte hausse, avec un WTI qui a brièvement dépassé les 130 dollars le baril. C'est son plus haut niveau depuis 2008, avant de se replier pour aller se stabiliser aux alentours des 120 dollars à l'heure actuelle, 120 dollars et 40 cents. Et cela dans le cadre, hein, des discussions concernant l'embargo sur le pétrole russe en réponse à l'invasion de l'Ukraine. Dans le même temps, les négociations relatives à l'accord sur le nucléaire iranien se sont enlisées, on l'a dit, suite notamment à la demande de la Russie de garanties écrites de la part des États-Unis, selon lesquelles les sanctions contre la Russie ne nuiraient pas à son commerce avec l'Iran. Très important, la Chine aurait également formulé des demandes dans ce sens, des demandes similaires concernant son commerce avec l'Iran, ce qui complique grandement les efforts visant à conclure un accord nucléaire.
Et à noter une déclaration très importante, selon le vice-premier ministre russe Novak, un embargo sur le pétrole russe pourrait faire grimper les prix au-dessus des 300 dollars le baril, hein. On avait dit qu'un pétrole au-dessus des 150 dollars entraînerait une destruction de la demande, pourrait même entraîner une crise financière mondiale. Et selon Novak, 300 dollars le baril, c'est envisageable si le pétrole russe était banni par les Occidentaux. Alors le nickel à présent, c'est l'une des matières premières les plus volatiles à l'heure actuelle. C'est un métal industriel bien entendu et son prix a brièvement dépassé les 100 000 dollars la tonne à la bourse de Singapour. On va aller le voir très rapidement et on va commencer par cela aujourd'hui pour voir ce graphique impressionnant des cours du nickel, et c'est en données hebdomadaires. Donc vous voyez en données hebdomadaires cette hausse impressionnante ici, une hausse de plus de 185% pour marquer un sommet ici. Alors en données journalières, on va pouvoir constater un gap haussier, une succession de gaps haussiers massifs. C'est beaucoup plus visible, c'est beaucoup plus lisible, pardon, en hebdomadaire. Et donc, comment le nickel a même plus dépassé les 100 000 dollars la tonne sur la bourse de Singapour. Ici, on a atteint les 87 000 dollars environ, alors qu'on était à 20 000 dollars très récemment, 20 000 dollars la tonne en janvier. En janvier, c'était hier. Et donc, on a le plus difficile a été de se hisser au-dessus des 50 000 dollars la tonne. Ça a été fait lors de la séance de lundi. Aujourd'hui, sur la bourse de Londres, hein, nous sommes légèrement au-dessus des 80 000 dollars la tonne. Ce contrat est coté sur la bourse de Londres, hein. C'est sur la bourse de Singapour que l'on a brièvement franchi les 100 000 dollars. Alors, quelles sont les raisons de ce rallye? Vous l'aurez compris, hein, c'est le conflit bien entendu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu tout de même une actualité à propos du nickel. C'est une des unités de l'une des plus grandes banques chinoises, China Construction Bank Corporation, qui a dû faire face à un appel de marge de plusieurs centaines de millions de dollars américains. Hein, cette unité de la banque chinoise avait une position à la vente très importante sur le nickel et a subi des pertes massives, des pertes colossale suite à cette flambée des prix du nickel hier. Et donc, cet appel de marge devait être réglé lundi. Mais comme la banque ne disposait pas de fonds suffisants, le LME, la bourse de Londres, a prolongé le délai jusqu'à aujourd'hui. Et donc, dans ce contexte-là, le LME a interrompu les livraisons de certaines matières premières, dont le nickel, ce qui a entraîné un déficit temporaire de nickel pour les échanges, pour le trading. Donc le nickel, d'un point de vue industriel, est principalement utilisé dans la production d'acier, mais il devient aussi de plus en plus important en tant que matière première cruciale dans les batteries des véhicules électriques, hein. Et on notera que la Russie représente près de 30% des exportations mondiales de nickel brut et 17% de la production de nickel de qualité supérieure, hein, parce qu'il y a plusieurs qualités. Et donc concrètement, la guerre en Ukraine crée le risque que l'approvisionnement russe devienne indisponible en raison des sanctions. Et on notera que les stocks de nickel sur les marchés mondiaux restent à des niveaux extrêmement faibles. Donc une hausse impressionnante, encore une matière première liée à la Russie qui explose de manière considérable. On avait eu le pétrole et hier aujourd'hui c'est au tour du nickel pour les raisons que l'on vient d'évoquer. Donc cela complète notre vision. Je comptais vous parler du nickel, mais là effectivement je n'avais plus trop le choix vu ce qui s'est passé hier sur les marchés. Alors ceci étant dit, on passe à présent sur le compartiment des indices boursiers. On reprend un fil normal de Good Morning Market. Donc c'est le rebond aujourd'hui. On a eu un support qui a bien tenu, hein. Vous voyez, c'est le retracement de Fibonacci à 78,6%. Donc rebond du DAX. Et là, c'est très important. Le DAX qui parvient à se hisser au-dessus du seuil psychologique des 13 000 points. Donc on peut envisager un retour à 3 380. Souvenez-vous, très souvent, lorsque l'on surpasse une projection d'Osoda, on y revient. Donc, on pourrait éventuellement revenir à ce niveau-là. C'est le scénario que je vois à l'heure actuelle, le scénario le plus probable. Et si les discussions venaient à ne pas aboutir à un compromis, je pense que dans ce cas-là, et il est très peu probable que l'on ait un compromis, je pense que dans ce cas-là, la baisse pourrait reprendre de plus belle et on pourrait définitivement casser ce niveau de support-là pour approfondir le repli et aller éventuellement chercher les 11 650 points, hein. Je pense que ce scénario est
reste extrêmement probable. Il y a même des chances que le DAX ne parvienne pas à aller jusqu'au 13 390. En tout cas, s'il parvient à y aller et s'il parvient même à le franchir, on a cette méga résistance ici à 13 650 points. C'est la SSB hebdomadaire, car je vous le rappelle, ici c'est notre nuage hebdo. Donc je maintiens mon biais baissier sur l'indice allemand. L'Allemagne qui est très exposée à la Russie, ça se ressent, hein, vous voyez, le repli qu'a subi le DAX. On a parlé hier de cette figure chartiste qui vient nous rappeler celle qui était formée avant la propagation du Covid. Ce broadening pattern, ce biseau d'élargissement, s'en est suivi une perte de contrôle du marché. Et je vous rappelle également qu'il y avait une divergence de RSI au moment de la propagation du Covid, mais également dernièrement. Donc voilà la divergence. Et ici aussi, hein, lorsqu'on était dans l'enceinte de la figure, on avait également une très belle divergence. Et le scénario est quasiment le même. Et donc voilà pour la poursuite de ce scénario qui, je vous l'accorde, est pessimiste. Mais bon, au vu des discussions, pour le moment, il est très peu probable d'aboutir à un accord. Donc, je maintiens mon biais baissier sur le DAX. Un DAX en net rebond pour le moment qui va devoir faire face à des résistances 13 300 environ, hein, 13 390 et 13 650 points. En données H4, pas grand chose à part ce rebond et une résistance ici à 13 270. C'est notre Kijun. Si on la franchit, effectivement, on peut éventuellement envisager un test de la SSB hebdomadaire que l'on a affiché sur notre précédent graphique. On peut l'ajouter ici aussi. Pour cela, il suffit de sélectionner Weekly. Je ne garde que SSA et SSB. Je vais même changer de couleur, hein, le mettre une couleur qui me permet de faire la différence. Et voilà mon nuage weekly. Donc ce sera mon éventuelle résistance si on franchit la Kijun. Le Nasdaq qui est entré en territoire de bear market. C'est fait, on est entré dans le carré rouge. Alors est-ce que comme les dernières fois, on va se redresser? À suivre. En tout cas, c'est une zone de grand danger ici, hein. Si ça cède, on peut s'attendre à un repli beaucoup plus conséquent et la prochaine résistance de taille est aux alentours des 11 600 points. Donc le Nasdaq est en grand danger et il n'y a pas que le conflit, hein, pour le Nasdaq, parce qu'il y aura la Réserve fédérale américaine la semaine prochaine et à voir s'il n'y aura pas des déclarations des membres de la Fed, des déclarations peut-être un peu plus hawkish qu'attendu, et dans ce cas-là, hein, ce sera la double peine pour le Nasdaq qui pourra aller tranquillement aller chercher son support aux alentours des 11 600 points. Nasdaq en données H4, hein, vous voyez, tentative de rebond. Ici, peut-être, ce qui pourrait, d'un point de vue technique, nous mettre la puce à l'oreille sur une reprise haussière, c'est éventuellement ce double creux, mais pour envisager une reprise haussière, il faudrait que l'on franchisse la ligne de coup de ce double creux qui se trouve aux alentours des 14 300 points. Alors effectivement, si on finit de tracer le double creux, vous voyez, premier creux ici, second creux, et on venait à franchir les 14 300, là on pourrait s'attendre à une belle hausse, hein, de la part du Nasdaq, et donc dans ce cas-là, on peut envisager un Nasdaq de retour aux 15 500 points. C'est l'objectif théorique que l'on obtient en reportant la hauteur, la profondeur de la figure, cette figure en double creux ou, comme on dit, en double bottom. S&P 500, hein, c'est pratiquement la même chose. Le double creux est beaucoup moins évident. Par contre, ici, à mon avis, mieux vaut se fier à un éventuel franchissement de nuage et donc un passage au-dessus des 4300 points. Le Dow Jones également retrouve des couleurs après avoir marqué un creux. Même topo, hein, les 33 000... 570, hein, on va dire, le franchissement des 33 570 permettrait peut-être d'aller chercher le seuil psychologique à 34 000 points. Donc on a de grosses résistances en face et on a des gros risques qui pèsent sur le sentiment de marché. Donc on n'est pas à l'abri de voir une nouvelle vague de vente, un nouveau sell-off sur les indices américains et également sur les indices européens, notamment le DAX. On passe à présent sur les crypto-monnaies qui retrouvent quelque peu des couleurs. On se stabilise, vous voyez, hein, tout l'enjeu ici pour la lagging span, je retire cette ellipse jaune, sera de se hisser à nouveau au-dessus de la Kijun. Ça va être compliqué pour les prix parce qu'on va avoir un nuage en résistance, donc très difficile de se hisser au-dessus des 40 000 $, même si c'est ce qu'il faut à l'heure actuelle avant d'espérer peut-être de nouvelles hausses. Mais
ça reste très compromis parce qu'on a beaucoup de résistance. On a la moyenne mobile exponentielle à 50 périodes, on a la SSB à ce niveau-là. Donc, personnellement, je vois plus un éventuel signal d'achat sur Bitcoin à la mi-mars, la semaine prochaine. Et bizarrement, vous voyez, c'est le 16 mars, c'est lorsque la Réserve fédérale américaine va annoncer, vous voyez, semaine prochaine, sa politique monétaire. Donc c'est très exactement la décision sur les taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine le 16 mars. Donc c'est ce qui est très intéressant sur Ishimoku. On a une vision sur le futur avec ce nuage ici et on peut se dire, bon, ben tiens, à ce niveau-là, j'ai une faiblesse de nuage et ça, ce serait un très bon moment pour me donner un signal d'achat. Ce serait beaucoup plus simple pour le Bitcoin de franchir le nuage à ce niveau-là. Et donc, cette faiblesse, un premier twist apparaît le 16 mars. Et lorsque je vérifie ce qui se passe le 16 mars, on a cette échéance, la première hausse des taux de la Réserve fédérale américaine, rien que ça. Donc, ce sera décisif la semaine prochaine, que ce soit d'un point de vue technique ou d'un point de vue annonce de la Réserve fédérale américaine. Alors, l'Ether, la situation est quasi similaire, hein. On a une lagging span qui va devoir aller chercher la Kijun. Donc, si la hausse se poursuit sur les cryptos, l'Ether devrait surperformer le Bitcoin. L'Ether a plus de chemin à parcourir avant de rencontrer sa prochaine résistance. Et quelle résistance, hein, les 2740 dollars, c'est ce qu'on appelle un cluster de résistance. On a la Tenkan confondu avec la Kijun, confondu avec la moyenne mobile à 50 périodes. Donc, c'est la target à aller chercher, 2750 dollars. Et ici, par contre, hein, vous voyez le contraste avec l'Ether le 16 mars, c'est très différent d'un point de vue nuage Ishimoku. On n'a pas de faiblesse ici. Mais l'Ether pourrait tout de même parvenir à franchir le nuage, hein. Vous voyez, on ne franchit pas les nuages seulement sur des twists. Vous voyez par exemple ici, hein, où on avait le franchissement de la moyenne mobile exponentielle à 50 périodes, et ensuite on intègre le nuage. Ça pourrait être exactement la même chose qu'à la fin du mois de juillet 2021. On pourrait franchir la moyenne mobile 50 à ce niveau-là, et intégrer le nuage, et le franchir, et en sortir par le haut, et ensuite c'est parti pour aller réaliser l'objectif théorique de ce double creux, aller chercher les 4400 dollars. Voilà pour l'Ether d'un point de vue H1, ça ne nous en dit pas plus. On revient sur le compartiment des matières premières parce qu'on a commencé par ça, hein. Il fallait absolument parler du nickel. On passe au gold à présent. Le gold de retour au-dessus des 2000 dollars l'once, c'est chose faite. Et donc à présent, honnêtement, hein, les records historiques sont très proches et je pense qu'on devrait en marquer un nouveau record historique lors du mois de mars. Le mois de mars sera un mois de record pour le gold. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de record sur le gold. Ça fait depuis le mois d'août 2020. Et c'est très certainement en mars 2022 qu'on va marquer le prochain record. À moins qu'il y ait, bien entendu, un compromis et que cela mette fin au conflit. Malheureusement, cela semble très peu probable, hein, vu la manière dont se déroulent les choses à l'heure actuelle. En données H4, ça ne nous donne pas plus d'infos. Le pétrole WTI a rendu une partie des gains. On a marqué un sommet aux alentours des 127,56. Alors, autant vous dire qu'on marque simplement une pause et que si ça continue comme ça, on devrait se hisser au-dessus des 122,60 pour aller chercher les 131. 38, dernier rempart avant les 142 dollars, hein. Pour le moment, c'est très haussier pour le pétrole, mais il faut rester très attentif à l'actualité. C'est pour cela que si vous tradez le pétrole, je vous invite à consulter très régulièrement l'onglet actualité. D'ailleurs, tous les soirs, dorénavant, je vous fais un point sur le conflit avec les différentes informations et les marchés impactés. Donc, n'hésitez pas à suivre avec attention cet article-là qui sera publié chaque fin de journée. Le gaz naturel, on attend toujours que cette lagging span se désengage du nuage et c'est à ce moment-là, lorsque les cours sont au-dessus, c'est psychologique des 5, que effectivement on pourra espérer aller chercher les 5.500, voire même les 5.835 avant d'aller peut-être plus haut. Donc pour le moment, on attend simplement que notre lagging span se désengage du nuage. Alors je pense que c'est tout. Peut-être le copper, oui, vous voyez, on était dans l'enceinte d'un triangle très rapidement parce que ce n'est pas le plus intéressant, mais simplement il faut tout de même en parler. On a eu une sortie du triangle ici
ici et on est allé chercher enfin la projection d'Osoda, une projection d'Osoda qu'on avait placée en septembre 2021 et ce n'est que avant-hier ou hier, il me semble, qu'on est allé chercher la projection d'Osoda et depuis on s'est largement replié. Voilà pour cette petite parenthèse parce on attendait cet objectif depuis assez longtemps. Celui-ci a été atteint. Très rapidement, le marché des changes. Et donc, le billet vert qui reste sur des sommets, hein, qui a continué sa progression hier. On a un gros niveau de résistance à aller chercher, le niveau des 100 ici. Hein. Pour le moment, on est aux alentours des 98 900, légèrement en dessous des 99. On marque simplement une pause, on le voit en données H4. On va chercher la Tenkan, peut-être avant de repartir de plus belle. En tout cas, si la Tenkan cède réellement, on peut envisager un retour à 98 360. Hein. C'est très important pour l'euro-dollar. Hein. L'euro-dollar qui, vous voyez, on est allé chercher, il est 1,0805. On se reprend pour le moment, il va falloir essayer de se hisser au-dessus des indices. Tout dépendra, vous l'aurez compris, du biais vert. Si le biais vert va chercher la kill jaune, dans ce cas-là, l'euro-dollar arrivera à aller chercher les indices. Inversement, si le biais vert se redresse pour repartir de plus belle et tenter d'aller chercher le seuil psychologique à 100, dans ce cas-là, l'euro-dollar devrait se replier. On devrait se rapprocher considérablement de la parité entre l'euro et le dollar. Donc voilà pour ce Good Morning Market qui touche à sa fin. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Alors aujourd'hui on a parlé du nickel parce que c'est vraiment une matière première. On va certainement en parler hein, sur les médias lors des prochains jours. Donc je vous tiens informé, je vous ai tenu informé le plus rapidement possible. Cela va affaiblir le secteur des véhicules électriques. On sait que on a d'autres métaux comme le palladium, la hausse du palladium est une menace pour le secteur de l'automobile d'une manière générale parce que le palladium est utilisé dans le secteur de l'automobile et à présent c'est autour du nickel qui est utilisé dans les batteries des véhicules électriques. Donc c'est sûr et sur ce nous allons conclure ce Good Morning Market. Merci à toutes et à tous. Je vous donne rendez-vous dès demain pour la prochaine vidéo et en attendant je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.